Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes venus pour écouter Laurent Gallon, mon collègue de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où il exerce comme maître de conférence en informatique. Et il est là, vous voyez, il est déjà en train de travailler pour vous montrer ce qu'il vous souhaite vous montrer, mais il n'est pas venu seul, il est venu avec un autre collègue de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, partenaire de cette belle manifestation depuis les débuts, Olivier Duteuil, qui justement est le responsable de la pédagogie numérique, parce que c'est aujourd'hui de pédagogie qu'il sera aussi question. Et je remercie très particulièrement Simon Rosa, étudiant en histoire de l'art, d'avoir pris sur lui la peine de venir sur scène, ce qui n'était pas une mince affaire, et Françoise Duberger, qui vient des Landes, d'ailleurs comme mon collègue Laurent Gallon, parce que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est multisite, donc lui, il travaille à Mont-de-Marsan, et Françoise Duberger, elle est enseignante coordinatrice APAD, et elle est justement responsable de la scolarisation des enfants ou des jeunes qui ont des difficultés de suivre une scolarité normale. Et elle, Simon et mes collègues vous feront la présentation d'un robot, justement, qui peut intervenir pour pallier certaines difficultés. Et je vous souhaite un excellent moment avec vous. Merci. Avec eux, et avec vous aussi. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Rapidement, je me présente, je suis Laurent Gallon, je suis maître de conférence en informatique à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. C'est un peu long, mais il faut le dire. Je travaille plus particulièrement dans le laboratoire d'informatique de l'UPPA, qui s'appelle le LUPA, autour d'une thématique qui concerne des robots. Et donc, on va vous faire un petit atelier aujourd'hui, une petite présentation sur comment ces robots peuvent donner envie de vivre à des élèves qui sont en difficulté, notamment de santé, tout au long de l'année. Donc je vous propose de structurer un petit peu cette présentation en 3 temps. Un premier temps où je vais faire l'universitaire que je suis, c'est-à-dire dérouler des slides en vous donnant quelques éléments sur ce que sont les robots téléprésence, dans quel contexte ils sont utilisés, et puis quelles sont les thématiques et les projets de recherche qui sont développés à l'UPPA sur cette thématique, justement, des robots téléprésence. Puis on passera à la partie importante, la table ronde, où je vais juste poser des questions et demander à mes 3 co-intervenants de pouvoir vous éclairer un petit peu sur la manière dont on déploie ces robots et la manière dont on met en place un processus pour leur permettre d'être le plus efficace possible et faire en sorte que l'utilisation du robot soit optimale pour la personne qui en a besoin. Et puis ensuite, on aura un petit temps d'échange avec vous. Si vous avez des questions à nous poser, on y répondra avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'un robot téléprésence? Alors, vous en avez un juste au fond là-bas. Peut-être, Olivier, tu peux peut-être déjà commencer. Olivier va piloter un petit peu le robot, vous voyez, depuis un ordinateur. Donc, le robot qu'il va piloter, il s'appelle BIM. Mais il y en a d'autres qui existent. Aujourd'hui, il y a Buddy, il y a Edmo, il y a Double, il y a Hubo. Ils ont tous des noms rocambolesques. Parce qu'en fait, on ne les appelle pas avec ces noms, on les appelle avec le nom de la personne qui est connectée dessus. C'est pour ça que le nom n'est pas très important. Ce sont tous des robots téléprésence, c'est-à-dire des systèmes de visioconférence mobiles. Donc sur la tête, comme vous le voyez là, on voit Olivier, donc vous avez le système de visioconférence qui ressemble à ce que l'on connaît, les Zoom, les Teams, etc., les Google Meet, etc. Mais en plus, la nouveauté par rapport à ce que l'on connaît en visioconférence, c'est qu'on a une base mobile qui va permettre au pilote de déplacer le robot dans l'espace où le robot se situe, donc à distance, pour lui permettre de se déplacer, etc. Donc, quel est le contexte d'utilisation de ces robots aujourd'hui qui est majoritairement développé? C'est le contexte des étudiants et élèves empêchés, c'est-à-dire les élèves qui sont absents de leur établissement scolaire pour une période assez longue, due à des problèmes de santé. Alors ça peut être des problèmes soit de handicap, soit des problèmes de maladies chroniques, aiguës,
soit des accidents de voiture. Enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut être longuement éloigné de son établissement scolaire. Et donc, dans ce cas-là, on positionne le robot dans la classe au moment des cours, et l'élève se connecte à distance sur le robot et va pouvoir suivre les cours comme s'il était présent dans la classe. D'accord ? Avec, je vous rappelle, la mobilité, donc il peut se déplacer dans la classe pour aller voir un peu tout le monde. Donc l'intérêt, c'est que c'est un outil d'inclusion, évidemment, d'accord, qui permet à l'élève de recouvrer une vie, entre guillemets, normale d'élève ou d'étudiant, en faisant partie du groupe classe, et qui lui permet d'assister aux enseignements comme s'il était en cours. Alors il y a des avantages, on en parlera peut-être avec Simon tout à l'heure, qui nous fera un petit point là-dessus. C'est la facilité de mise en œuvre, d'abord. Enfin, ça, Olivier peut-être ne sera pas tout à fait d'accord avec moi sur les aspects techniques, mais une facilité quand même de mise en œuvre, une possibilité accrue de multi-usage en dehors du cours, et on peut avoir des cours particuliers avec le robot, on peut se déplacer avec le robot pour faire des visites culturelles, sportives, avec sa classe, etc. À partir du moment où on a une connexion 4G, vous voyez le petit truc blanc qui dépasse du robot sous l'écran, c'est une clé 4G, donc il est connecté là en 4G sur les réseaux. À partir du moment où on a une connexion 4G, on va pouvoir utiliser le robot dans n'importe quel espace distant. Okay. Alors il y a des inconvénients, il faut quand même qu'on ait une connexion réseau qui soit suffisamment solide. Et puis parfois la technologie peut limiter le sentiment d'immersion, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se sentir complètement immergé dans l'espace distant et donc rompre un peu le lien qu'on a, le lien social qu'on a avec les gens à distance. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc pour résumer rapidement avec un petit schéma, donc vous avez à gauche donc l'élève avec son ordinateur sur lequel le logiciel est installé, l'ordinateur qu'Olivier tient dans sa main, qui par Internet va pouvoir donc déplacer le robot dans l'espace distant à ce niveau-là, pour pouvoir avoir des interactions orales et visuelles avec son enseignant, avec ses camarades, etc., pour pouvoir faire des travaux de groupe, pouvoir se déplacer pour mieux voir l'écran s'il ne le voit pas bien, etc., etc. OK. Alors, peut-être une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne dans la vraie vie. Alors, la connexion réseau dans une salle plutôt au sous-sol, c'est pas top, ça arrive. Alors ça, c'était un élève qui pilotait pour la première fois un robot de téléprésence dans son lycée. Et il s'est courageusement lancé dans le flux des étudiants qui sortaient à l'intercours. Un flux continu, voilà. Et il a commencé à apprendre à piloter le robot à ce moment-là. Et vous allez voir que donc la forme du robot et le fait qu'on le voit sur l'écran, nous on ne le voit pas parce qu'on est de dos, mais le fait qu'on le voit sur l'écran, interpelle tous les élèves, les étudiants qui passent par là. Ils se demandent vraiment qu'est-ce que c'est. Donc il y a vraiment un sentiment de présence physique. Et c'est lui qui décide d'aller d'une salle à l'autre, d'aller discuter avec quelqu'un, etc. Il a donc toute cette liberté qui est possible pour lui. Regarde comment les manipulateurs marchent. Il est là-bas, il est là. On m'entend en fond parce qu'il y avait une étudiante qui m'a demandé la question si c'était moi qui pilotais le robot à ce moment-là. Et je lui ai dit non, moi je fais que filmer. C'est un étudiant qui est en train de piloter. Voilà pour une première petite vidéo. Puis je vous propose de passer à une seconde vidéo. Si ça veut bien arriver, ça va arriver. Qui concerne une étudiante, une élève d'un lycée dans les Landes, Mélanie, qui a utilisé le robot BIM pendant un moment et qui a été interviewée par le département des Landes dans son établissement. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a au moins X en facteurs de chaque côté? Ok, mais là, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a 7 et 49. 49, c'est dans la table de 7. J'ai la loupe où je peux appuyer et choisir où je veux aller pour mieux voir. Donc là, vu que le cours il est de ce côté, je zoome de ce côté, sinon j'irai vers l'autre côté. Là, c'est pour le son du cours, donc si je monte, j'ai tout le son qui rentre. Là, c'est mon micro quand je parle, donc là, je l'ai coupé parce que du coup, je parle. Là, c'est pour la qualité de la vidéo, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé parce que ça ne sert pas. Moi, les seuls boutons que j'utilise, c'est pour zoomer, pour le son, pour couper mon micro et pour avancer si jamais je dois avancer. Et pour éteindre mon appel vidéo avec ce bouton ou la déconnexion. Sinon, j'utilise pas les autres boutons parce que moi, ça ne sert pas beaucoup. Ouais, un petit décalage entre le son et la vidéo, c'est pas très grave. Ça, c'est la suite, vous le verrez tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, simplement, voilà un petit peu le contexte. On va le développer pendant la table ronde, donc je ne m'étale pas dessus, juste pour vous donner quelques éléments sur les projets de recherche que l'on développe au sein de l'UPPA autour de cet objet particulier qui est le robot téléprésence. D'abord, depuis 2015, on a un partenariat avec les pupilles de l'enseignement public des Landes, qui sont représentés aujourd'hui par Françoise Duberger, avec lesquels on a déployé une flotte de 8 robots à destination des élèves des lycées et collèges des Landes
qui était empêché, on donne ce terme-là. Donc on a une longue expérience finalement, ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille sur le sujet là-dessus. On a enchaîné avec Olivier Dutheil au niveau d'Artis avec le déploiement donc, de 10 robots de téléprésence à l'UPPA pour les étudiants empêchés, ce qui permet d'avoir finalement sur notre territoire à la fois des robots au niveau lycée, collège, mais aussi au niveau du supérieur. Et d'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir voir certains élèves de l'Andé qui ont utilisé le robot dans les lycées, choisir de continuer leurs études à l'UPPA parce qu'ils pouvaient bénéficier du robot aussi à l'UPPA. Donc ça permet à ces personnes-là de pouvoir avoir une continuité d'utilisation de cette solution. Et puis, dernièrement, depuis 2021, il y a un projet ministériel au niveau national de déploiement de 4000 robots de téléprésence dans les établissements scolaires français, école primaire, collège, lycée, et aussi un petit peu université, pas beaucoup, 500 robots pour l'université. Donc qui permet d'institutionnaliser finalement l'utilisation de cet outil qui jusque-là était plutôt le fait d'expérimentation à droite à gauche. Pardon. Et donc ça permet de donner la possibilité à beaucoup d'élèves et d'étudiants du territoire français de pouvoir utiliser ces robots. Et aujourd'hui, c'est le plus grand déploiement de robots téléprésence dans le monde. Il n'y a pas de déploiement de ce type-là. Donc ce qui veut dire qu'on a besoin de regarder ce qui se passe un petit peu en termes de déploiement. Et dont le ministère nous a chargé à l'UPPA, en particulier m'a demandé de piloter le projet, pour regarder un petit peu ce qui se passe sur le terrain, autour de ces 4000 robots, et notamment répondre à quelques questions de recherche autour de la plus-value de l'usage du robot, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue pédagogique, dans tous les aspects, et de pouvoir identifier des freins et des verrous qui apparaissent au cours de l'usage, et de proposer des remédiations, si c'est possible, là-dessus. Donc ces travaux sont en cours, et les conclusions seront données fin 2023 dans un an. Enfin, on a un dernier projet qui s'appelle Accès, qui là ne s'adresse pas aux élèves empêchés pour des raisons de santé, mais plutôt pour des élèves empêchés pour des raisons géographiques, et qui voudraient, en dernière année de lycée, venir faire des journées portes ouvertes à l'université pour découvrir finalement les formations de l'université et voir qu'est-ce que c'est qu'un cours magistral, des choses comme ça. Donc on sait faire ça, on fait ça depuis très longtemps à l'université, mais de manière physique. On déplace les gens pour qu'ils viennent physiquement dans les salles. Or là, ces élèves-là, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas se déplacer. Donc on leur permet d'utiliser un robot pour se retrouver finalement dans les journées d'immersion et de se retrouver dans les classes pour pouvoir découvrir un peu les formations. Là encore, on a quelques questions de recherche autour de l'adaptation de la situation pédagogique pour intégrer le robot et comment améliorer le sentiment d'immersion du pilote. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin, ce n'est pas l'objectif. Conclusion, fin 2023. Voilà. Donc j'ai fini ma partie universitaire. On va peut-être passer à la partie table ronde. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire cette table ronde autour de quatre axes distincts. J'espère qu'on va tenir le temps, qu'on va être dans le temps. Donc le premier axe va concerner l'identification des élèves et des étudiants qui sont susceptibles d'utiliser un robot, d'accord ? Puisque le robot n'est pas forcément utilisable par tout le monde. On va en parler. Alors Françoise Duberger, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quel est votre rôle, nous préciser quel est votre rôle finalement dans votre fonction, et puis comment vous faites finalement pour identifier ou savoir que vous allez proposer un robot à l'utilisation d'un élève? Alors, bonjour, moi je suis enseignante coordonnatrice APAD. APAD, ça veut dire accompagnement pédagogique à domicile, l'hôpital ou l'école. Il y a à peu près un coordonnateur APAD par département, c'est-à-dire que nous sommes des enseignants affectés sur un poste de ce type qui permet de coordonner la scolarisation des élèves empêchés pour raisons médicales. Il peut arriver qu'on intervienne sur le champ du handicap, mais le handicap peut avoir des compensations autres. Ce sont vraiment les élèves qui ont un arrêt maladie et des élèves qui peuvent avoir une absence allant minimum 3 semaines jusqu'à plusieurs années, avec l'idée de comment est-ce que ces élèves peuvent rester élèves malgré l'absence. C'est là tout l'enjeu, parce que certains élèves sont tout à fait en capacité de travailler quand ils ont des petits espaces disponibles cognitivement et au niveau de la santé, entre 2 cures de chimio, s'ils ne sont pas trop fatigués, ou lorsqu'ils sont dans un centre de rééducation, on peut très bien imaginer qu'ils puissent continuer à être élèves. Physiquement, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc comment est-ce que nous, on va leur apporter l'école ? Il y a la possibilité de proposer à des enseignants d'intervenir au domicile des élèves. Ils sont rémunérés 1 heure supplémentaire. Il y a des unités d'enseignement dans des hôpitaux, le CHU de Bordeaux, il y a plein
plein d'hôpitaux qui ont des enseignants qui sont affectés sur ces postes-là et qui font le tour des chambres. Et puis il y a aussi ces fameux robots de téléprésence qui permettent à l'enfant, enfin à l'élève, d'assister à la classe depuis l'endroit où il se trouve. Donc c'est la complémentarité de tout ça qui nous permet de proposer à l'élève un accompagnement, pas une assistance. Hein, le terme vient de changer. Avant on appelait assistance pédagogique, mais l'assistance, on est un peu tributaire des autres, alors que accompagnement, il y a juste quelqu'un qui nous tient la selle du vélo et c'est nous qui pédalons. Donc on est davantage acteur de sa vie lorsqu'on est accompagné plutôt qu'assisté. Donc le terme a changé. On est dans un salon littéraire, donc plaçons les mots bien comme il faut. Et donc il va s'agir d'imaginer quel type d'accompagnement on va faire. Qu'est-ce que l'élève va être en capacité de travailler seul lorsqu'on lui envoie des cours par Pronote ou autre, ou qu'un copain amène des photocopies? Qu'est-ce qui va se produire lorsqu'un enseignant va venir au domicile? Il sort quand même de sa zone de confort, hein, lorsqu'il va à domicile. Et puis il y a des cours qui sont difficilement exportables. Un cours de spécialité SVT, quand on va disséquer un cœur de bœuf, on ne le fait pas dans la cuisine de la maison, ni la chambre de l'hôpital. Tous les cours d'atelier dans les lycées professionnels. La première expérience que nous avons vécue avec Laurent, c'était avec une élève qui était atteinte d'une pathologie oncologique. Donc tous les cours de maths français des profs venaient à la maison, ces profs venaient à la maison, mais tous les cours d'atelier, lorsqu'on est en lycée professionnel, métier de l'aéronautique, où on apprend à travailler sur des moteurs d'avion, le moteur d'avion, il est dans le lycée. Donc elle a fait tous ses cours d'atelier en robot téléprésence. Robot d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il n'est pas un robot. Le robot fait des choses à notre place. Il y a juste le système de mobilité qui est robotisé. Sinon, c'est pas du tout un robot. Et donc, cette jeune fille était présente à ses cours d'atelier et collaborait avec ses camarades pour choisir la pièce qu'il allait falloir bouger avec la clé de 12, tel boulon, etc. J'y connais rien, mais enfin, elle a réellement collaboré. Et puis après, il s'agit aussi d'imaginer comment on va articuler tout ça, parce qu'on peut avoir des profs à la maison, on peut avoir un enseignement à l'hôpital, et de la téléprésence aussi. Donc notre rôle, c'est de savoir ce qui va être pertinent. Parfois, il arrive que des élèves internes viennent d'une autre région. Donc c'est difficile d'envoyer des profs au domicile quand ils ont 400 km à faire. Donc la téléprésence est tout à fait pertinente. Est-ce que j'ai fait le tour à peu près ? Comment vous faites pour identifier les élèves ? Quel est le processus qui fait que vous identifiez un élève ? Donc pour qu'un élève soit pris en charge par le SAPAD, il faut qu'il ait une vraie raison médicale qui est validée par le médecin scolaire ou le médecin conseiller technique auprès du DAZEN. Et c'est le médecin qui va entrer en collaboration, en contact avec les soignants de l'élève pour définir quel est l'état de santé de l'élève, quel est son degré de motivation, quelles sont ses incapacités à travailler seul, donc à quel moment on va apporter un accompagnement. Et ensuite, on va proposer le robot de téléprésence à l'élève, mais on ne fait que lui proposer, on n'impose rien. C'est pas évident d'utiliser un robot de téléprésence. On en parlera plus avant, mais ça questionne l'image de soi, l'image de l'absence que les camarades ont de nous, l'image de ce voyage interrompu, ce voyage scolaire interrompu par la maladie. Il y a beaucoup de choses derrière l'utilisation de cet outil. Donc il faut d'abord que l'élève soit d'accord. Donc moi j'envoie systématiquement une petite vidéo pour qu'il en parle en famille. Ensuite, je lui fais la proposition de faire un test de pilotage avec un robot qui est dans mon bureau, pas le balancer tout seul avec le robot le jour J en classe, mais au contraire faire un test de pilotage pour qu'il puisse apprendre à s'en servir, apprendre les limites de l'outil aussi. C'est la caméra qui permet de se déplacer, la caméra frontale, c'est une caméra grand angle qui modifie les perceptions de l'espace. On n'y voit pas aussi bien qu'avec la vraie vue. Et puis qui permet aussi d'aborder des questions importantes, c'est que un outil comme celui-ci que l'on met en classe en premier, on ne voit pas l'élève, on voit une caméra. Qui dit caméra dit représentativité de celui qui est vu par la caméra ou de celui qui pilote le robot. C'est pas anodin que de montrer son image qui n'est pas la vraie image. Donc le robot est d'abord perçu
par le corps enseignant comme un intrus, un peu un œil de Moscou, quelqu'un qui va venir nous scruter. Alors que dans la vraie vie, mon regard sur vous ne vous gêne pas, je l'espère. Si je vous regarde à travers un objectif, vous serez un petit peu plus gêné. De suite, les gens se bougent un peu, arrangent la frange, parce qu'on est dans un rapport différent à l'image. Et lorsque l'élève a testé tout ça, je me dépêche, a testé tout ça, il nous dit si oui ou non il veut utiliser le robot, et on teste la connectivité de l'établissement scolaire, on présente le robot à l'équipe enseignante, évidemment, et on va présenter le robot en classe. Merci Françoise. Olivier Dutheil, donc vous êtes le responsable du pôle Artis à l'université, en gros tout ce qui concerne la pédagogie numérique et les outils numériques déployés à l'université. Évidemment, vous avez piloté le déploiement des robots au sein de l'UPPA. Alors, c'est vrai qu'à l'université, on n'a pas un système aussi structuré, notamment au niveau des absences, que ce qu'on peut avoir au niveau du secondaire et du primaire, c'est-à-dire que les cours ne sont pas forcément obligatoires. Donc, on n'a pas forcément, on ne sait pas forcément qu'un élève n'est pas là pour des raisons médicales. On voit qu'il n'est pas là, mais on n'a pas l'obligation de le signaler. Donc, comment vous faites pour pouvoir identifier justement ces élèves qui ont besoin finalement d'utilisation de ces robots téléprésence ? Bonjour, merci Laurent pour ton invitation et merci à vous tous et tous d'être présents ce soir, enfin aujourd'hui. Donc voilà, donc nous à l'université, comment ça se passe, en fait on a trois niveaux en fait qui permettent d'identifier donc si un élève est susceptible ou pas d'utiliser le robot. Le premier, donc ça passe par les services d'appui type médecine préventive, donc où l'étudiant se déclare, donc et en fonction de ça, donc ça passe par les mêmes niveaux, c'est-à-dire qu'en fonction de l'handicap, on va pouvoir dire ou pas si c'est ce type de dispositif qui sera susceptible d'être utilisé. Ensuite, donc ça peut être le coordinateur pédagogique aussi qui va être mis au courant donc et qui va pouvoir soit contacter la médecine préventive, soit notre service pour pouvoir faire le lien. Ou alors, une dernière possibilité, c'est donc on a multiplié donc depuis 2019, depuis l'arrivée des robots à l'université, les communications. Donc l'étudiant par lui-même va se dire tiens, ça c'est un dispositif qui peut me convenir, donc il va nous contacter. Voilà, c'est les trois formes d'identification. Ok, merci. Alors Simon, avant de vous donner la parole, je voudrais juste qu'on passe, donc on va passer à l'aspect un peu plus profond qui est la première utilisation par l'élève et le pas que doit franchir l'élève, toutes les difficultés qu'il rencontre pour franchir le pas et accepter d'utiliser le robot. C'est pas toujours simple, Françoise a commencé à en parler. Et avant de donner la parole à Simon sur cet aspect-là, je voudrais juste qu'on puisse écouter une petite vidéo, si elle arrive. Toujours pareil, un petit délai, mais ça va arriver. C'est pas très long, vous inquiétez pas. Le temps que ça arrive, normalement ça marche pas, c'est toujours pareil. Quand on demande, ça marche pas. Ça devrait arriver dans pas très longtemps. Donc en gros, si la vidéo ne veut pas venir, c'est pas très... Au début, j'étais réticente à l'idée d'être associée à un robot parce que du coup, vu que j'ai fait que la semaine de ma rentrée, j'ai fait tout le reste, pratiquement la moitié de l'année avec le robot. Du coup, pour moi, j'étais, de mon point de vue, après, j'étais le robot. Du coup, je voulais pas que mes camarades ils m'associent à ça. Donc au début, je voulais pas. Après, mes parents, ils m'ont quand même un peu forcé pour que j'essaye au moins la semaine. Donc j'ai essayé et mes camarades ils m'ont super bien intégré. Du coup, je suis restée avec le robot et ça se passe bien. Donc c'est le principe. Voilà. Au début, j'étais... Excusez-moi, il y a un petit décalage entre le son et l'image qui est dû à la mauvaise connexion. Alors Simon, par rapport à votre cas personnel, qu'est-ce qui vous a permis de franchir le pas finalement dans l'utilisation de ce robot? Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté, donc vous êtes étudiant en histoire de l'art, vous êtes en 3e année de licence, en L3 comme on dit, en histoire de l'art, et ça fait 3 ans donc, que vous utilisez le robot téléprésence à l'université de Pau et des Pays de la Loire. C'est ça, donc moi je suis arrivé donc à Pau il y a 3 ans. Et le robot m'a vraiment sauvé, entre guillemets, puisque ma fatigabilité faisait que aller tous les jours à l'université, parce que j'habitais pas à côté, en fait, j'habite à 30 minutes de l'université. Donc c'était assez compliqué pour moi d'aller tous les jours. Surtout que le planning de l'université, il y a beaucoup de trous. Donc du coup,
faire des allers-retours. Des fois, j'en faisais 3 fois dans la journée. Donc à la fin, c'était trop. Et je me suis dit, ben, écoute, on va se lancer dans le robot. Et même si le robot, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Mais voilà, ça... Donc les points positifs, c'est surtout que ben, voilà, au moins j'ai plus de temps pour travailler, puisque je suis chez moi et dès que je finis le cours, je peux me mettre à travailler direct. Je n'ai pas à attendre à rentrer chez moi une demi-heure de bus. Donc c'est plutôt pratique. Et le point négatif, c'est que bon, il y a du temps de latence avec la connexion de l'université qui n'est pas toujours réactive. Et puis après, surtout le fait que j'ai plus trop de contact avec mes camarades. Donc c'est surtout un point négatif. Parce que moi, j'aime bien avoir les deux, le contact et les cours, sauf que il faut choisir. Et ce que je fais, c'est que j'alterne en fait entre le robot et la fac. Voilà. Après cette année, j'ai décidé de faire quasiment tous mes cours au robot parce que c'est ma dernière année et que voilà, je veux me donner à fond sur ma dernière année, mais c'est pas ce que je privilégie le plus. Il vaut mieux alterner entre les deux, je pense. Oui, je pense que vous avez raison. Alors, Françoise, est-ce que vous pouvez, par rapport à votre expérience, est-ce que vous pouvez compléter un petit peu ce que nous a dit, qui est déjà très riche, ce que nous a dit Simon, par rapport à ce pas à franchir et les difficultés que peuvent rencontrer les élèves ou les étudiants pour prendre cette décision qui est importante? Mais oui, c'est difficile de prendre cette décision. C'est difficile parce que tu le disais, Simon, pardon, vous le disiez, Simon. On a une perte de relation avec ses camarades. Donc lui, Simon, il peut choisir d'utiliser le robot ou pas. Les élèves dont je m'occupe, lorsqu'ils ne sont pas en classe, ils n'ont pas le choix. C'est parce que soit ils sont à l'hôpital, soit ils sont au centre de rééducation, soit ils sont en aplasie. Vraiment, ils ont une raison médicale qui les empêche de venir. Donc ils ne peuvent pas venir. Donc après, comment eux vont se projeter sur comment je vais continuer ma scolarité, comment je vais l'utiliser, je vais la continuer avec le robot. La jeune fille que vous avez vue, elle était en seconde quand nous avons été alertés de sa maladie. Elle finissait la 3e dans un petit collège. Et là, on savait qu'à la rentrée, elle serait absente pour de longs mois. Donc la bascule de collège à lycée, dans une petite commune vers une commune plus grande et dans un grand lycée avec plusieurs milliers d'élèves, était compliquée parce qu'elle ne connaîtrait pas ses camarades à la rentrée. Alors que d'autres élèves qui s'arrêtent par exemple en janvier jusqu'en juin, ils connaissent les camarades et il y a une rupture dans la relation au pair. Là, il fallait que l'on crée du lien et qu'elle devienne élève alors que les professeurs et les élèves ne la connaissaient pas. Le seul moyen pour le faire, c'était de le faire avec le robot téléprésence. Donc on a créé, ce que j'aime bien dire, je chipais l'idée à Edgar Morin, des oasis de fraternité. C'est-à-dire que des élèves qui ne la connaissent pas se rendent compte qu'un nom qu'on appelle tous les jours, il y a quelqu'un derrière, quelqu'un qui a une vie, on est bien dans l'envie de vivre, quelqu'un qui a une vie qui est perturbée par des soucis de santé dont on ne sait pas s'ils vont se résoudre ou pas. Donc elle aussi, elle a cet enjeu de vie, mais il peut y avoir une échéance négative. Et donc, comment est-ce qu'on va créer ce lien alors qu'ils ne se connaissent pas? Et le robot a réussi ça. C'est-à-dire qu'elle a pu être élève, qu'elle a tissé des liens avec ses professeurs, que des professeurs qui ne la connaissaient pas l'ont connue grâce au robot, ont pu intervenir au domicile, pas rien quand même, d'aller au domicile d'un élève qu'on ne connaît pas. Donc grâce au robot, ils ont d'abord fait connaissance avec elle, et elle a fait connaissance avec des camarades, et des camarades qui s'occupent d'elle avec le robot. Le robot, il faut aller le chercher sur sa base, il faut prendre l'ascenseur, il faut l'amener dans la salle où on a cours, il faut le changer de salle, s'assurer que la camarade capte bien. Donc on crée ces espèces de bulles d'empathie et de solidarité. Pas de pitié, parce qu'ils n'ont pas besoin de pitié, mais ils ont besoin de cet environnement bienveillant et collaboratif pour les aider. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfaitement, merci. Olivier, donc au niveau de l'université, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, une organisation justement pour permettre aux étudiants, vous l'avez dit tout à l'heure déjà, de savoir que cette solution est disponible, et ensuite pour les accompagner jusqu'à la première utilisation? Oui.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé qui est pas mal comme terme, c'est plutôt de parler de robots, de parler de système de visioconférence robotisé, en fait. C'est plutôt la visioconférence qui est robotisée qu'un robot, parce que, en fait, l'idée, c'est quand même de donner confiance. On en parle, c'est une des idées maîtresses de cette journée-là, donc donner envie de vivre. Et en fait, pour donner envie de vivre, il faut donner confiance. Et en fait, c'est un peu notre boulot à l'université. Notre boulot, notre service d'appui. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé dans ce sens-là, autant au niveau de la coordination qu'au niveau technique. C'est vraiment pour qu'il n'y ait plus de barrières, c'est-à-dire que par rapport aux craintes qu'ont les gens, c'est-à-dire est-ce que ça va me prendre du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui va rentrer dans ma vie parce qu'il y a une caméra. Est-ce que voilà, ça c'est des craintes qu'on peut avoir ou est-ce que ça va me remplacer, hein, ça c'est aussi une crainte. Donc voilà, tout le travail qu'on a mis en place à travers des actions de sensibilisation, rencontres avec les différents publics, que ce soit les enseignants, les étudiants. C'est de pouvoir vraiment faire en sorte de dire que c'est déjà qu'il y ait plus ces craintes-là. Voilà. Et de pouvoir vraiment montrer que c'est facilitateur, c'est quelque chose qui n'est pas en remplacement, hein, on est bien d'accord. Et voilà, donc ça fait partie effectivement de toutes les choses qu'on met en place. Voilà, pour... Ok, merci Olivier. Donc, merci de la transition, puisque la partie suivante qu'on avait prévue, c'était de parler donc, de l'accueil des camarades et des enseignants. Et donc, avant de redonner la parole à Simon, pour qu'il nous fasse part de son expérience, toujours pareil, si ça veut démarrer. Dans la classe, ça nous a un peu intrigué au début avec tout le côté technologie ou quoi, mais on nous avait bien informé quand même sur la chose et comment Mélanie elle allait s'en servir. Du coup, ça nous a pas perturbé plus que ça et c'est venu naturellement dans le fait de le ramener, d'aller le chercher ou quoi. Et même avec la communication avec Mélanie, ça s'est bien fait. Mélanie a été très bien acceptée dans la classe avec son robot et elle a une très bonne approche avec les professeurs qui l'aident même à distance. Au début, les élèves ils étaient très contents de la voir. Ils ont pu la rencontrer la première semaine et après, avec le robot, ils lui disaient bonjour avant les cours. Après les cours, ça se passait très bien. Et aujourd'hui, ça continue comme ça, tout va bien. Les professeurs, on essaie d'interagir le plus possible avec elle si elle nous pose des questions. Après, on lui donne en plus des cours particuliers en dehors des cours. Donc, nous, seul à seul avec le robot, avec Mélanie qui suit les cours, et tout se passe très bien. C'est notre boulot de l'accompagner au maximum dans cette période difficile pour elle. Dans la classe, ça nous a un peu intrigué au début avec tout le côté technologie. Je vous ai dit qu'il y avait des petits problèmes avec la connexion réseau. Juste une petite précision. Dans le cas de Mélanie, vous avez vu, ils ont tous des masques, donc c'était pendant la période tout à fait, Covid. Voilà. Donc, aucun cours à domicile ni à l'hôpital n'était possible. Donc, la scolarisation de ces enfants-là ne pouvait se faire qu'en visio ou en robot de téléprésence. Là, maintenant, depuis cette rentrée-là, on peut de nouveau intervenir au domicile. Donc, c'est pas évident de passer par le numérique quand on est malade. Oui, merci pour cette précision, Françoise. Alors, Simon, vous avez commencé à utiliser le robot de téléprésence dès la première année de votre arrivée à l'université. Donc, comment finalement avez-vous été accueilli par votre promotion, par vos enseignants? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors au début j'étais un peu hésitant, je ne savais pas trop comment. Même moi je ne savais pas trop comment j'allais être perçu. Et après ça s'est fait naturellement. Bon, au début c'est compliqué, ils savent pas, même les enseignants ne savent pas comment ça fonctionne concrètement. Comment ça se pilote, donc ils veulent le bouger, mais pour m'aider en fait, c'est pas... Et après les élèves, c'est plus compliqué, il y a des... Ah, c'est bizarre, mais voilà, après on s'habitue vite, et aujourd'hui, je pense que voilà, ils ont l'habitude, ils me voient tous les jours bouger le robot, et puis de temps en temps, ils me voient en cours, donc ils savent qui je suis depuis 3 ans. C'est plutôt pas mal. Ok, merci Simon. Alors Françoise, très rapidement, parce qu'on est déjà en retard, je crois, on a un timing au fond là-bas très serré. Très rapidement, comment vous faites pour accompagner finalement la classe et les enseignants à l'acceptation de cette machine qui arrive entre guillemets dans la salle
et pour leur faire comprendre que finalement derrière il y a un élève et qu'il y a une personne qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir recouvrer la connexion sociale et pédagogique avec son établissement scolaire. Mais il faut faire de la médiation, et puis il faut jouer sur l'humain. Les premières questions qu'on nous pose, c'est au niveau du numérique et de la technologie, mais ça, ce n'est que du numérique et de la technologie. Ce qui est important, c'est les gens qui vont accueillir et les gens qui vont piloter, qui vont l'utiliser et quelles interactions on va faire. Donc ça signifie qu'il faut aller rencontrer les gens et répondre à leurs questions, entendre toutes les revendications. Alors au début, quand je rencontrais une équipe de profs, il y en a qui étaient debout sur la table, le poing levé, en disant bientôt on va enseigner qu'à des robots, vous allez voir que l'autre jour on sera absent, il va falloir qu'on enseigne quand même, c'est nous qui serons un robot. Enfin, c'est normal qu'il y ait des craintes. Il y avait aussi mais et si l'élève me filme et qu'on retrouve mon cours sur Internet, ça c'était une autre crainte. Et si les parents assistent au robot, si quelqu'un assiste à la classe, qu'on ne le voit pas, il est hors champ, parce qu'il est assis à côté de l'enfant. Donc tout le côté droit à l'image, droit à la propriété intellectuelle, ça revient systématiquement dans les questions. J'ai déployé plus de 60 robots en 7 ans. Donc à chaque fois, ça revient. Donc ça veut dire que c'est une problématique commune, collective. Ce sont les choses qui viennent. Il y a aussi, alors le robot ne peut pas filmer, ne capture pas d'image, d'accord ? Et dans toute la préparation que je fais avec la famille et l'enfant, lorsqu'ils testent le robot dans mon bureau, ils se promènent, ils tournent autour de mon bureau, je leur explique qu'être un robot téléprésence, on est dans 2 endroits à la fois. On est là chez soi, mais on va rejoindre un corps social constitué. C'est-à-dire que physiquement, avec le robot, on va rejoindre une classe où physiquement les gens sont ensemble. C'est pas comme une visio où on ne partage pas un espace matériel. Là, on y vient et on peut s'y déplacer, donc agir sur le monde et travailler avec des interactions. Donc ça, c'est important. Mais que lorsque l'élève utilise le robot, les parents n'ont pas à être là, sauf si évidemment il a les 2 bras dans le plâtre et qu'il a besoin d'un scripteur. Mais s'il est autonome pour pouvoir assister à la classe, il doit se trouver dans un espace dédié où il est élève, c'est-à-dire qu'il a la bascule de enfant à élève, où il rentre, rejoint son corps constitué de groupe classe et d'interaction avec ses professeurs. Ça, c'est absolument essentiel. Et puis, on n'arrive pas comme ça un matin avec le prof qui dit « Bon, mais voilà, il y a Mélanie qui va se connecter. » Parce qu'on va avoir... D'abord, les enfants ont une représentation de l'absence, les élèves et celui qui va s'en servir aussi. Ils ont besoin de voir ce que voient leurs camarades. Donc moi je viens avec mon ordinateur et le manipule d'abord. Dès que ça bouge, il y en a qui lèvent les jambes, ils ont l'impression qu'il y a une souris qui passe sous la table, ou qui se mettent à crier parce qu'ils voient cette mobilité de robot. Donc je dis sympa, heureusement que c'est pas ton copain qui est connecté parce que tu l'as pas vu depuis 3 mois, il se sentirait rejeté. Donc petit à petit on arrive sur l'empathie, la solidarité, le pourquoi on utilise le robot. C'est très facile maintenant parce qu'il y a eu un confinement, donc ils savent très bien ce que c'est qu'être confiné. Et au bout de 8 jours, enfin pendant 8 jours, c'est très bien, super, on n'a pas école. Et puis au bout de 8 jours, on commence à s'ennuyer, et puis on n'arrive pas à travailler tout seul. Ce serait trop simple, hein. Si tous les cours étaient filmés, s'il y avait des MOOC, tout était sur Internet, si on pouvait travailler seul, on progresserait. Ça ne marche pas comme ça. Si l'école existe, c'est parce nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin des interactions avec des adultes sachants ou avec ses pairs. Ils ont réalisé aussi qu'on avait une perte de relation au père et que c'est pas normal quand on a 15 ans d'être privé de ses camarades. Et un enfant malade est un enfant qui est privé de ses camarades, il vit avec des adultes ou avec d'autres enfants malades, mais pas ses pairs. Donc tout ça, on leur fait s'en rendre compte. Et donc, on développe cette empathie, cette solidarité. L'empathie, c'est bien se mettre à la place de l'autre. Donc, une fois que ça, c'est gagné, ils vont accueillir le robot, ils vont être accueillants pour leurs camarades. Et c'est pas simplement un camarade que peut-être ils ne voyaient pas au fond de la classe quand il était présent. Donc, ça signifie que pour l'élève qui va se connecter, il sait aussi que tout le monde va le regarder. Donc, ce rapport à la représentativité et à l'image que l'on va montrer. Image qu'on peut masquer quand même, hein, quand on est abîmé par la maladie, puis on va se montrer pas forcément au mieux de sa forme. On peut avoir perdu les cheveux, avoir des pansements, être gonflé à la cortisone, avoir changé de couleur, pas
pas terrible. Donc on peut changer son image ou choisir de se montrer tel qu'on est. Ça veut dire qu'on entre en connivence avec le groupe. Et donc on entre dans une relation de confiance. Je vous confie mon secret, pas forcément le diagnostic de la maladie, mais je vous confie mon secret de ma maladie, de ma difficulté. Aidez-moi, est-ce que vous acceptez de m'aider? C'est ça qu'on construit en fait. Et on est bien sur l'envie de vivre. On est tout à fait dans le thème. Parce que le jour où on supprime l'école, c'est comme Christo qui a emballé le Pont Neuf, vous savez. Il a caché des choses qu'on ne voyait plus, et en les cachant, on les voit parce qu'on les masque. L'école, c'est pareil. On empêche l'école en raison de la maladie, et tout d'un coup, elle devient importante. Et notre propre vie devient importante. C'est quand on a mal au dos qu'on s'aperçoit qu'on a un dos, hein, qu'on a un corps. Et c'est parce qu'on a un danger ou un souci de santé qu'on se rend compte, je ne dirais pas de notre finitude, parce que c'est peut-être trop tôt pour les enfants, mais qu'on développe cette envie de vivre. Hein. Et le robot, ça sert à ça. Parce qu'il nous reste 3 minutes. Vous avez compris, Françoise pourrait parler des heures et des heures avec toute son expérience qui est reconnue d'ailleurs au niveau national. Elle a participé au déploiement, à la mise en place du projet au niveau national. Donc elle a une très forte expérience dessus et elle pourrait aller très en profondeur sur beaucoup de sujets. Malheureusement, le temps nous est compté. Je suis désolé, Françoise, donc pour respecter le timing. Alors on va passer à la dernière partie qui est la partie peut-être la finalité. Quels sont les bénéfices du robot pour l'élève empêché? Simon, pour vous, qu'est-ce que le robot vous a amené? Il m'a fait gagner en fait un temps de travail. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je perds pas du temps dans les bus. C'est surtout ça en fait. Et puis la transition s'est faite naturellement. Parce que j'ai connu la période Covid. Donc j'ai vécu les cours à distance. Donc en fait, passer des cours à distance au robot, c'était naturel en fait. Donc voilà, le robot m'apporte en fait du temps pour mieux étudier, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de cours à l'université et qu'il faut beaucoup travailler pour valider son année. Et voilà, je pense que c'est le plus important pour moi. Enfin, j'ai vécu l'université sans robot, puisque j'étais dans une autre université qui n'avait pas de robot. Et pour avoir vécu Pau et l'autre université, c'est pas pareil. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Si je l'avais pas, peut-être que je serais pas aujourd'hui là où j'en suis. Donc c'est pratique. Ok, merci Simon. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter juste rapidement la maman de Mélanie, si elle veut bien pouvoir discuter et nous faire le retour là-dessus. Si ça veut bien démarrer rapidement. Là, c'est toujours pareil. Petit problème de connexion réseau 4G en fond de bâtiment. Donc, je trouve que la réaction de la maman résume bien finalement. C'est pour continuer sa scolarité, comme elle intégrait la seconde, et pour rompre la solitude et accepter la maladie tout en étant scolarisée. C'est un lien social aussi, vous me disiez? Oui, c'est pour garder le lien social, parce qu'avec le contexte actuel, elle était privée de ses camarades de sport. Donc là, ça lui permet aussi d'échanger avec des personnes de son âge. Ah ben voilà. D'échanger avec des personnes de son âge. De vivre. Voilà. C'est aussi le fait de ne pas être isolée, de rester toute seule dans la maladie, c'est important? Voilà, oui, c'est important pour le moral, pour avancer, parce que les traitements sont parfois difficiles. Voilà, donc on va arrêter là parce qu'elle a presque fini. Je voudrais terminer, même si j'ai débordé un petit peu, je voudrais terminer sur un petit mot de la part de Françoise pour vous expliquer qu'il y a des choses qui se passent en dehors de l'aspect pédagogique, qui vont au-delà de l'aspect pédagogique, et que le robotéposant peut avoir un impact sur d'autres choses dans la vie de vivre, que simplement l'envie de vivre sa scolarité. Françoise, si vous pouvez nous en dire très rapidement un petit mot. Je vais essayer. Quand on est malade, la première chose qu'on supprime, ce sont les loisirs, les activités extérieures, les activités qui nous posent en tant qu'individus dans les interactions avec les groupes ou avec notre propre libre arbitre. Et on garde jusqu'au bout l'école
Et quand on est en phase de guérison, on ramène l'école en premier et puis après en dernier les loisirs. Or, ce qui nous fait que nous sommes des individus à part entière dans une société et que nous avons le pouvoir sur notre propre existence, c'est justement toutes nos activités de loisirs. Il y a certains enfants qui sont très empêchés. Eh bien, dès que les robots téléprésence sont développés, on a dit, mais confiez les robots des artistes pour permettre à des enfants empêchés d'entrer en créativité, même avec corps augmenté, mais de pouvoir avoir une mobilité et de pouvoir interagir avec le monde et avec les autres. Eh bien, il y a un spectacle de danse qui s'est créé au Théâtre du Châtelet il n'y a pas très longtemps, c'était début octobre, avec la compagnie Shonen, où sur scène, il y avait des danseurs et des robots de téléprésence et des enfants en situation de handicap qui n'ont jamais pu marcher. Et ils ont créé ensemble, et les enfants qui pilotaient les robots à distance, ils étaient de différentes villes, ils ont bougé avec les danseurs, ils ont imposé des mouvements avec les danseurs, et ils ont eu une place dans la société. Et quand on a une place, on a envie de la garder, on a envie de vivre. On peut faire du théâtre avec des robots, on peut intervenir dans des associations avec des robots, donner son point de vue, être un citoyen. Voilà, être un citoyen. Et ça, c'est vivre, vraiment. Merci Françoise. Merci à tous les trois. Merci beaucoup Olivier, merci Simon. Merci vraiment Simon d'être venu. Merci à tous et à tous d'être venus nous voir. Et peut-être à une prochaine fois. En tout cas, si vous voyez passer un robot, expliquez bien, et ça c'est important, que c'est un robot qui ne fait pas du mal mais qui apporte du bien. Parce que c'est vraiment l'image qu'on veut casser. Dire que les robots peuvent faire du bien au niveau des hommes et au niveau social. Merci.